Salut les crinqués! Nos personnages préférés œuvrent parfois dans le même univers. Parfois, ils se séparent et l'univers s'étend. C'est l'épisode 202 et il est question aujourd'hui de spin-offs. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Là, vous vous dites peut-être, coudon, y a-tu commencé l'épisode 202 comme il a commencé l'épisode 201? Presque. Presque, parce que c'est une suite de notre dernier épisode où on parlait des crossovers. Oui. Et dans les crossovers, ben, il y a souvent des crossovers de spin-off. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir des héros qui se rejoignent, il y a des héros qui se séparent ou des personnages qui gravitent autour des héros qui partent en banlieue de Dallas pour créer une autre émission en banlieue de Dallas. On va parler de spin-off aujourd'hui. Marc de Paperman Gagnon, salut. Salut. Joël Imaginatrix Rivard, salut. Hello. Et Red the Gamer, ben coudonc, on lui dira salut à un moment donné. Je pense qu'il y avait un spectacle à Kraken ce soir. Oui, il est vraiment chanceux Il y a ce sûrement soir. un spectacle de musique avec nos amis de Kraken, je crois, Oui. qui Un petit organisait peu ça. jalouse. Là. Quand C'est j'ai ça. vu le groupe qui était là ce soir, Ouais. là, ça fait longtemps C'est- que je veux les voir. Est-ce que puis c'est pour les 10 ans? Je je crois pense. que oui. Ah oui, C'est oui, plus c'est que vrai, ça. c'est pour les 10 ans, je crois. Ouais. C'est Ouais. un anniversaire. C'est ça. Donc, Kraken qui est notre GN régional. Exactement. Mhm. Donc, félicitations à l'équipe de Kraken. Yes. Les spin-offs, bon, j'utilise le mot anglais parce que je sais que tu vas me sortir l'expression française, Imaginatrix. Honnêtement, il n'y a pas d'expression Ouais. française. OK. Moi, le seul que j'ai trouvé, c'était les séries dérivées. Mais ce Ben, n'est pas que des séries. Ça OK. peut être des stand-alone Ouais. aussi. OK. Mais en gros, un spin-off, ce que c'est une œuvre de fiction qui est dérivée d'un univers qu'on connaît déjà, puis qui va aller développer plus en profondeur certains aspects de cet univers-là. Mhm. Puis c'est pas nécessairement juste les personnages secondaires. Oui, on peut faire des spin-offs avec les personnages secondaires, mais ça peut aussi être à propos d'un événement, par exemple, qui est mentionné dans l'histoire. Par exemple, Rogue One est un très bon exemple de ça. On retrouve pas les personnages, on suit pas les personnages de Star Wars, mais on va aller dans un événement Ouais. qui avait été mentionné dans la série de films. Puis aussi, ben, ça peut se passer autant en parallèle, ça peut se passer en même temps que l'histoire principale, en fait. Mhm. C'est encore le cas avec Rogue One, mais ça peut aussi se passer dans le futur ou dans le passé. Fait que ça peut OK. être une suite ou ça peut être une prélogie. OK. Euh, Mais ça peut aussi être des personnages qui naissent dans la série principale Oui, dans le but d'en faire une série parallèle par la suite. exactement. OK. Et des crossovers. Je sais pas, par exemple, si c'est dans le but. Ben oui, ça peut. Ben pour le Arrowverse, je Oui. pense que Ouais. oui. Il peut avoir des personnages qui sont mis volontairement dans une Pour série créer, pour éventuellement OK. créer. Mhm. Puis Marvel, ils ont vraiment développé ça avec le différentes phases. Ils savaient exactement où est-ce qu'ils s'en allaient quand ils mettaient tel Ouais, ou tel OK. personnage dans tel film. Parce que ça se peut aussi que ça soit la popularité d'un personnage Oui, qui est pas ça, ça voulu, arrive. ça peut puis tu être te rends ça. compte qu'il est tellement populaire qu'on va lui donner C'est une ça. série à lui tout seul. Ça peut être ça aussi. Comme dans notre dernier épisode où on parlait des crossovers, je parlais de l'homme bionique et de la femme bionique. Exact. C'est clairement la popularité de la femme bionique qui a créé la série. Mhm. Et voilà. Fait que, oui, on a parlé des crossovers la semaine dernière. Les crossovers, c'est vraiment quand les univers convergent ensemble, ils se fusionnent ensemble, tandis que le spin-off, c'est le contraire du crossover. C'est pour ça qu'on on fait un peu la comparaison avec ça. C'est là où un univers va éclater, puis il va se diviser en plein de sous-histoires. On pourrait dire sous-histoires comme terme français. Oui, pourquoi pas. Fait qu'il va se diviser en plein de sous-histoires qui vont servir à développer
exploiter l'univers encore plus pour le faire découvrir aux fans. Puis, contrairement au crossover, puis aussi, on a déjà fait un épisode sur les suites, puis sur les what if aussi. C'est vrai. On avait fait un épisode là-dessus. Contrairement à ces formes de structure narrative-là, le spin-off va pas suivre les personnages principaux. Ce qu'on aime dans les suites, ce qu'on aime dans les crossovers, c'est vraiment de retrouver... C'est ce qui s'est passé après. C'est vraiment de retrouver les personnages principaux. Tandis que dans le spin-off, là, on va ailleurs. On se permet de découvrir quelque chose qui n'était pas beaucoup exploité dans l'œuvre originale. Puis, pourquoi on fait des spin-offs? Ben, c'est un peu comme je vous disais il y a 2 semaines avec les crossovers, c'est une question de fan service. C'est pour faire plaisir aux fans. C'est pour leur offrir une nouvelle histoire dans un univers que les gens aiment. Fait que c'est un peu réconfortant. On retrouve pas nécessairement les personnages principaux, justement, les personnages qu'on aime beaucoup, mais ça nous permet de faire durer notre voyage un peu dans cet univers-là puis de découvrir autre chose. Ça permet aussi de répondre à des questions qui n'ont pas été répondues dans l'œuvre originale, soit que c'était une erreur de la part des auteurs ou des scénaristes, ils ont oublié de fermer quelques portes, ils ont oublié de fermer quelques intrigues, ou ça a été laissé comme ça volontairement pour justement s'en aller vers un spin-off éventuellement. Puis aussi, des fois, c'est la narration qui te permet pas de tout dévoiler. Si tu as un narrateur qui est interne, par exemple, si tu as un narrateur qui a juste un point de vue, ben tu peux pas aller montrer, par exemple, le point de vue du méchant ou le point de vue d'un autre personnage. Fait que les spin-offs permettent d'aller faire ça. Ou il y a un lecteur-lectrice qui dit « Coudon, il n'y a pas juste un chien dans les villages gaulois. » Et voilà. Idée de spin-off. Idée de spin-off. Puis, ça t'en parles, puis c'est aussi beaucoup lié à la fanfiction. On en a aussi parlé dans les crossovers. On a fait un épisode de cet été qui parlait de fanfiction. Mais oui, le spin-off, c'est quelque chose qui va être beaucoup utilisé en fanfiction aussi. D'où des idées, justement, de Idéfix, c'est pas le seul chien dans c'est ça, dans mais ça, c'est même pas de la fanfiction. Probablement que Marc va en parler tantôt, là. Mais non, il y a vraiment une série dérivée. Une série dérivée d'Idéfix et ses amis. Et il y a des dessins animés en 3D. Il y a une série télé de ça. Un peu comme il avait fait avec Rantanplan aussi, je crois. Probablement. Ben oui. Puis, sinon, parmi les raisons pour écrire un spin-off, ben, il y aurait de pallier à des manquements, justement. Si on a fait des oublis qui n'étaient pas volontaires, si, par exemple, on a un méchant qui n'était pas assez développé, si un personnage qui méritait une place plus grande dans une histoire, ben, le spin-off va servir à aller combler ça, aller satisfaire les lecteurs, les auditeurs, les auditrices par rapport à ce genre de détails-là dont les fans, souvent, sont très friands de découvrir. Oui. Et il y a des spin-offs qui servent absolument à rien, mais ça, j'en reparlerai tantôt. Puis, aussi d'un point de vue marketing, évidemment, ben c'est sûr que tant qu'on reste dans un univers, on va vendre beaucoup le truc, mais on peut aussi s'en servir pour créer une œuvre qui va être plus accessible par rapport à l'œuvre originale. Fait qu'on peut penser à un stand-alone versus une série. Fait que si tu as une très grosse série de livres, puis que tu veux que les gens la découvrent sans s'engager dans toute cette grosse série-là, ben tu peux juste sortir un tome unique, un spin-off qui se lit qui n'a pas besoin d'être lié à l'histoire principale. En fait, que tu n'as pas besoin d'avoir lu l'histoire principale pour lire ce truc-là. Puis souvent, ça va aller chercher les gens, puis ça va vouloir leur faire découvrir, investir plus de temps dans une série. Ça me tentait de vous troller, là, puis de dire c'est pour ça que Tolkien a sorti le Hobbit. Oui, exact. Mais en fait, c'est le contraire. Ben non, je le sais. Je sais que le Hobbit est venu avant.
C'est un spin-off un spin-off du Seigneur des Anneaux. Puis on peut faire la même chose avec une nouvelle versus un roman. Mm-hmm. Par exemple, moi, je l'ai fait avec Ces Machines. J'ai sorti le roman, qui est quand même un roman assez court, mais j'ai aussi écrit une nouvelle dans un recueil qui s'appelait 20 000 lieues par les chemins d'eau, OK. qui est un recueil qui ne contient que des histoires qui se passent de type steampunk, qui se passent en Outaouais. La mienne, c'est la seule qui fait exception, puis qui se passe au Bas-Saint-Laurent, plus spécifiquement au Témiscouata. Mais ce qui était le fun avec ce recueil-là, c'est qu'il se vendait seulement 15 $ versus mon roman qui se vendait 25 $. Fait que ça pognait beaucoup dans les marchés, dans les événements que je vendais. Je les ai tous écoulés très rapidement. Puis ça permet aux gens de justement découvrir l'univers de Ces Machines parce que ça se passe dans le même univers. Ça se passe en lien avec l'histoire, même si on n'a pas les mêmes personnages. Puis, bref, c'est ça. Ça permet aux gens de découvrir l'univers de Ces Machines, puis peut-être de les intéresser à aller acheter le livre ou l'emprunter en bibliothèque. Fait que c'est quand même une bonne façon de découvrir ton univers de façon plus accessible. Puis, bref, sinon, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire un spin-off? Je pense que c'est un peu plus simple qu'un crossover parce que tu ratisses un peu moins large. Tu n'as pas besoin de connaître les univers des œuvres que tu vas fusionner. Tu connais bien ton univers. Tu peux être un petit peu plus architecte puis préparer le truc en amont, c'est-à-dire déjà quand tu travailles sur la série d'origine, tu vas commencer à placer des indices, placer des énigmes qui ne seront pas résolues à la fin de l'œuvre, introduire des personnages qui vont être exprès pour éventuellement en faire des spin-offs. Fait que c'est de quoi que tu peux déjà construire en avance si tu es un peu le moindrement architecte. Sinon, si ta méthode est plus intuitive, ben là, tu peux y aller après coup. On a tout le temps un petit deuil à faire quand on termine une grosse série, quand on termine un gros projet. Puis souvent, on veut étirer la sauce un petit peu, on veut se faire plaisir. Fait qu'on peut aussi vouloir approfondir un aspect de notre histoire qu'on n'a pas eu l'occasion de faire en écrivant l'histoire. Fait que là, à ce moment-là, on se laisse aller. Faut juste suivre les codes qui ont déjà été établis par l'univers, par le contexte qui est déjà en place. Mais sinon, à partir de là, on se laisse aller, puis on peut faire ce qu'on veut avec ça. On peut répondre aux questions qu'on veut. On peut aller travailler les personnages qu'on aurait aimé mieux connaître et tout. Fait que c'est un moment de pure création là, à ce moment-là. Mm-hmm. Dans la littérature, est-ce qu'on a beaucoup de spin-off? Ben, ce soir, moi, je me suis mis comme défi de rester dans la BD européenne. OK. Je dis, je reste en BD, alors je flush les romans, je flush les comics. OK. J'ai dit, on va rester là-dedans. Puis, dans la BD européenne, il y a deux sortes principalement de spin-off. Le premier, Joël l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est pour développer l'univers. Et le deuxième, mais c'est pour permettre à des personnages qui ont eu une certaine popularité de prendre leur envol. Souvent, ça a plusieurs objectifs. Le premier, bien entendu, c'est mercantile parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent avec ça. Ils peuvent aussi aller chercher des nouveaux lectorats, un nouveau lectorat par rapport à ça, surtout quand ils prennent un personnage qui existe déjà puis qu'ils le changent un peu. Prenons par exemple le petit Spirou. Alors, Spirou et Fantasio, qui est une série chez Dupuis qui est légendaire, qui nous a permis de connaître Spirou, un des personnages les plus connus de la bande dessinée européenne. Et ils ont décidé de prendre ce Spirou-là puis de l'amener dans un contexte plus jeune, comique, on va se le dire, un peu tata. Oui, mais moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que le grand Spirou est autant obsédé que le petit? Non, en tout cas, c'est pas le même genre d'écriture, c'est ça l'affaire. Parce que le petit, là... C'est un peu l'humour en bas de la ceinture. Oui. On va se le dire, mais ça allait amener un nouveau lectorat, un lectorat plus jeune, qui, après ça, le but en premier, c'est de vendre des BD, bien entendu, mais c'est aussi de faire connaître Spirou. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, après ça, ils s'en vont vers Spirou et Fantasio. Parce que le lectorat de Spirou et Fantasio ne changera jamais. Tu vas sortir un Spirou et Fantasio, tous les vieux qui ont lu Spirou et Fantasio vont l'acheter, mais tu n'auras pas cette jeunesse-là qui vont venir le chercher. Parce que
la base est trop solide. Mais c'est une façon de le faire connaître puis de le faire évoluer. Ouais. On a eu ça avec Rantanplan aussi, par exemple, qui était le fameux chien de Lucky Luke, très intelligent, probablement un des chiens les plus brillants que pas. Puis, ouais. Ben, là, on est encore une fois dans le comique. Prendre un personnage qui a été très populaire, puis aimé aussi des gens. Puis, et souvent, les spin-offs en bande dessinée deviennent plus populaires que l'origine. Par exemple, un petit bonhomme bleu ou des petits bonhommes bleus qui apparaissent dans Joanne et Pierre-Louis, qui est une série médiévale fantastique. Ouais. Des années 50? Ouais, c'est 60, 50, 60. Ça a continué, puis c'est fait par Peyo, où on suivait les aventures de Joanne et Pierre-Louis, qui était un chevalier avec son écuyer. On a fait la connaissance avec la fameuse bande dessinée de la flûte à 6 schtroumpfs avec ses petites têtes bleues-là. Moi, j'ai vu le film. Le film. Oui. Et là, tout à coup, Peyo se rend compte que le monde tripe sur les schtroumpfs, puis il se dit, on va faire un spin-off sur les schtroumpfs. C'est tellement devenu populaire que ça a complètement éclipsé Joanne et Pierre-Louis. D'ailleurs, quelqu'un qui dit tu connais-tu ça, Joanne et Pierre-Louis? Ils vont non. Les Schtroumpfs, oui, c'est clair. Je veux dire, c'est comme tellement évident. Ça se collectionne encore aujourd'hui, autant en papier qu'en plastique. Oui, puis les petites figurines sont encore super populaires. Spirou et Fantasio ont créé plusieurs... en tout cas, le petit Spirou, c'est un genre de spin-off, mais modifié. Parce que, tu sais, veux pas, c'est pas réellement le vrai personnage. Parce qu'en tout cas, il a certainement maturé énormément entre le Spirou qu'on connaît puis le Spirou qu'il a là. Il a passé dans une genre de porte dimensionnelle pour qu'il devienne intelligent. Mais le Marsupilami. Le Marsupilami, qui lui était un personnage qui était dans Spirou et Fantasio, qui l'ont rencontré, ce fameux animal jaune avec une grande queue un peu colérique, mais tellement sympathique. Et là, tout à coup, on s'est rendu compte qu'il est extrêmement populaire et ils en ont fait un spin-off qui a été lui aussi extrêmement populaire. D'ailleurs, j'ai un beau tatou de... Ben oui, toi. Je suis préparé aujourd'hui. J'ai fait mon tatou de spin-off de Marsupilami. Mais tu peux aller te le faire en vrai si tu veux aussi. Non, ça va être correct. C'était temporaire. OK. Temporaire à soir. C'était pour le podcast. C'était comme un genre de support visuel. Concept. Le Marsupilami, écoute, tout le monde le connaît. Puis même souvent, on le connaît plus que Spirou et Fantasio. On fait comme, wow, oui, c'est sûr, c'est l'animal jaune, il est comique, il est drôle et tout. C'est un très, très beau spin-off. C'est un bel exemple de spin-off qui a bien marché dans tous les sens du thème parce que ça a amené beaucoup de lecteurs également à Spirou. Spirou et Fantasio, c'est la base de la BD. C'est comme Tintin. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de spin-off de Tintin. Ben non. Non, ça, c'est pas... Je vous l'ai déjà dit, là, c'était un problème. Essayez pas de faire de spin-off de Tintin. Essayez pas de faire de spin-off de Tintin parce que ça... vous pouvez essayer, mais j'espère que vous avez des super bons avocats. Écoute, des fois, c'est pour développer l'univers. J'ai déjà parlé de l'Histoire secrète ici, qui est une immense série de BD. À l'origine, c'est parti d'une petite série qui s'appelait Arcane, qui nous parlait de joueurs qui étaient capables de manipuler le hasard. Et Jean-Pierre Pécaud, qui est historien, mais également scénariste de BD, il a vu un filon là-dedans, puis il a décidé de créer l'Histoire secrète et de renchérir après ça avec Arcane Majeur, qui est comme une continuité de Arcane, ce qui fait maintenant qu'on a à peu près, dans cette série-là, je pense qu'on est rendu à peu près à 60 BD en tout, environ 1400 pages de lecture. Fait que si vous voulez vous lire, si vous vous dites, hey, je veux pas lire Guerre épais parce que c'est trop gros, là, tu sais, l'Histoire secrète, c'est plus gros que Guerre épais si tu le mets ensemble, là. Fait qu'on a cette volonté-là de l'auteur de développer son univers en prenant des personnages qui existent dans son univers à lui, puis de se dire, moi, je vais le développer. Je vais faire des spin-offs pour essayer d'enrichir ça. Dans le cas de Jean-Pierre Pécaud, c'est clairement pas pécunier, parce que l'Histoire secrète, c'est quand même une série qui est très nichée, qui est pas extrêmement connue, qui doit avoir pour le moment quand même fait assez de ventes pour continuer, mais c'est pas quelque chose que tu t'en vas dans la rue puis que les gens vont connaître. Mais si je te parle de Torgal, par exemple, ça oui, parce que Torgal, c'est une série majeure au niveau du médiéval fantastique. Plusieurs la considèrent comme le Tolkien de la bande dessinée. Et là, on a décidé de développer plusieurs séries, ce qu'on a appelé les mondes de Torgal. Et là, c'était voulu. C'était clairement voulu. On s'est assis avec des scénaristes, avec des dessinateurs, puis on s'est dit,
on a une série qui est Torgal, qui est très solide. À chaque fois qu'on en sort un, on en vend, on est heureux, les fans sont contents. Comment qu'on peut développer cet univers-là pour amener des nouveaux lecteurs, mais aussi pour augmenter notre chiffre de vente. Fait qu'on a fait plusieurs séries. On a fait la genèse de Torgal. On a pris le personnage Chris de Valor, qui était le personnage féminin, un peu comme la contrepartie ou le Némésis de Torgal. On en a fait une série pour elle. On a pris sa fille Louve, qui est un personnage que les gens aimaient beaucoup. On a fait une série avec elle aussi. Fait qu'on a vraiment développé cet univers-là. Et c'est interrelié. C'est que ça va se promener, puis il y a des fois, on va voir des interrelations entre les univers. Ça a un avantage. Ça développe beaucoup l'univers, mais le désavantage, c'est la cohérence. Quelquefois, c'est difficile de garder une cohérence quand tu as plusieurs séries. Tu peux t'en mêler un peu les pinceaux, hein? Surtout quand les scénaristes ne parlent pas, puis qu'ils inventent des trucs, puis tu te dis, t'as peu, là, ça, c'est bien. Mais dans Torgal, c'est quand même bien. OK. C'est bien fait. Et on est allé encore plus loin dans Torgal, parce que là, je voulais vous demander si vous croyez que c'est un spin-off. Mais on l'a fait avec Valérien et Laureline aussi. On l'a fait avec Conan. On l'a fait avec plusieurs séries où on donne la possibilité à un auteur de s'amuser avec le personnage, mais sans être dans la continuité de la série. Par exemple, on va te dire, Sylvain, je veux que tu fasses un one-shot sur Torgal. Mais ton one-shot n'a aucune importance sur la série. Ça se passe dans un univers parallèle. C'est comme Torgal vu par Sylvain. Amuse-toi, fais une histoire, trouve-toi un dessinateur. Tu sais, c'est-tu un spin-off en tant que tel? Tu prends un personnage, tu vas le développer, mais ça n'a pas réellement de lien. C'est comme un cadre. Un spin-off pareil. Je pense que oui, hein? Ou un what if. Peut-être un what if. Ils l'ont fait avec Spirou, ils l'ont fait avec Lucky Luke, ils l'ont fait avec plusieurs personnages. Il y en a même un qui a tué Lucky Luke. C'est-à-dire, ça permet à des gens d'explorer cet univers-là, mais sans briser la continuité de l'univers. Fait que dans le fond, tu te dis, je peux faire ce que je veux avec le personnage. De toute façon, c'est un peu comme un épisode des Simpsons. Le lendemain matin, tout est revenu. On s'amuse avec ça, tout est revenu. Mais quand tu parlais de Conan, oui. Red Sonja, c'est un spin-off de Conan? Je pense que oui. OK. Je pense que oui, parce qu'à l'origine, c'est un personnage qui est complètement différent dans le roman que ce qu'on a vu dans les actions et les BD. Mais oui, c'est un personnage... probablement dans le film qui s'en vient. Oui, je pense qu'il est déjà sorti, je crois, en Europe, mais là, on ne l'a pas encore eu ici. Mais oui, c'est un personnage, c'est un spin-off de l'univers de Conan, comme Solomon Kane, qui est une autre création de Ward, mais qui a déjà comme fusionné, ou c'est comme Stephen King, dans le fond. Là, il mélange ses personnages. Je ne sais pas si c'est réellement des spin-offs, mais on a eu des Conan vus par exemple. Je veux dire. Il y a quoi, 2 ans? Oui, exactement. Fait que, je veux dire, on a eu les fameux Conan où ça suivait les nouvelles, mais il y a certains où ils donnent la possibilité de t'amuser. Maintenant, je vais te parler de mes spin-offs favoris. Dans les années 80, Jodorowsky puis Moebius ont créé Lincal. Lincal, qui est une série de 6 ou 7 BD, je m'en souviens plus. En tout cas, bref, en intégrale, tout est relié ensemble, qui est une histoire sur la quête initiatique de soi par rapport à l'alchimie. Bref, c'est pété. Essayez pas de tout comprendre, là, je veux dire, profiter de l'histoire, mais à l'intérieur de cette série-là, il y a un personnage qui a été créé par Moebius, quand même assez rapidement dans le premier tome, qui est le Métabaron, qui apparaît très, très rapidement. Ensuite de ça, il prend sa place dans l'histoire. Et c'est un personnage d'un guerrier légendaire, le meilleur guerrier de l'univers, puis c'est comme un genre de dieu, puis il est imbattable, puis tout ça. Puis c'est resté comme ça pendant plusieurs années, et Jodorowsky, avec Yann Liminez, qui est un dessinateur, a décidé de développer ça. Il s'est dit, on a créé un beau personnage qui était le Métabaron, mais on va lui donner de la substance, on va le développer. On va le prendre, puis on va s'amuser avec. Ça a fait la case des Métabarons, qui est devenue une légende aussi, comme Lincal, où on a pris tous les ancêtres du Métabaron jusqu'au premier, jusqu'à lui, puis on a expliqué comment il est arrivé à avoir ce pouvoir-là. Et bien entendu, Jodorowsky, étant Jodorowsky, il a développé ses propres idées là-dedans. C'est la relation entre le père et le fils, le sacrifice humain, l'amour maternel, toutes ces
patentes psychosociales sont là-dedans, là, toutes ces rengaines de trucs, puis de magie, puis d'alchimie, puis de... Il a tout mis ça là-dedans pour développer ça, mais à l'origine, à la base, c'est une histoire de science-fiction où tu as un dude qui devient un méga super guerrier, dégueulasse, qui ne rêve qu'une chose, c'est de détruire tout le monde pour de l'argent. C'est tellement basique de base, tu te dis ça n'a comme pas de sens, mais c'est tellement bien développé. Et il y a eu plusieurs spin-offs à ça. Après ça, il y a eu le Métabaron qui a été repris, qui a été comme une continuité. On pensait que c'était un reboot, mais c'est vraiment comme... On a pris le personnage, on l'a fait évoluer un peu dans son époque. Tu sais, à l'origine, on se disait toujours, ce personnage-là, il a perdu. Ce qui était le plus important, c'était l'humanité, parce qu'il n'y avait plus aucune humanité en lui. Puis à la fin, Jodo, il met comme un petit peu d'espoir pour dire, s'il retrouverait son humanité, peut-être que ça serait pas rien qu'une machine à tuer. Mais on a développé ça. On a développé aussi ses ancêtres connexes, qui était arrivé sur la planète. Fait qu'on s'est amusé avec ce personnage-là. Il y a eu beaucoup de spin-offs. On a même fait des jeux de rôle, qui peut être un spin-off aussi. L'univers a été développé en jeu de rôle. L'univers a été développé Ils ont fait un spin-off sur ses armes. OK. Tu sais, bon, ça, je te dirais que c'est pousse un peu la patente, là. Mais c'est ça. Ils ont fait... c'est assez un peu comme capoté, là. Mais c'était pas très bon, par exemple. OK. Pour être honnête avec toi, là. Mais je terminerai, mon cher Sylvain, parce que là, je vais aller prendre mes notes. OK. Je vais terminer avec un que j'aime beaucoup. Deux. On va lire rapidement. Chronique de la Lune Noire, qui est une série médiévale fantastique, dark fantasy, à l'origine de Froideval et Le Droit. Le Droit, c'est comme des tripeux de jeux de rôle qui ont décidé de mettre leur jeu en BD. Et plus tard, on a pris des personnages, on les a développés. On a pris, par exemple, Gorgombé, qui était le demi-orc dans l'histoire, puis on a développé son passé. On a pris Percival, on a développé son passé. On a pris tel bonhomme, on a développé son passé. Ça, c'est des spin-offs pour prendre vraiment enrichir le monde, enrichir l'univers, puis permettre aux lecteurs et aux lectrices de découvrir un autre pan de cette histoire-là. Puis ça permet aussi aux gens qui ont travaillé là-dessus de continuer cette histoire-là. Puis la même chose avec 13. J'en ai parlé beaucoup de 13, qui est une série de bandes dessinées de Jean Van Damme puis Rosinski, qui est sur une conspiration des 13 aux États-Unis. Alors, le président américain est assassiné. On se rend compte que le personnage de 13, qui est amnésique après une chute, est une conspiration, puis toute la BD est là-dessus. Il aurait dû arrêter à 13, ça aurait été vraiment bon, mais Jean Van Damme, il a dit, moi, je fais de la BD pour le plaisir et pour l'argent. Ouais. Bon, on peut-tu vraiment y en vouloir? Non. Je veux dire, c'est le fun de faire des livres, mais c'est le fun d'en vendre aussi quand t'es auteur. Fait que lui, il a continué. Et à un moment donné, ils ont fait ce qu'ils appellent 13 Mystery. Alors là, on a vraiment développé chaque personnage de la série pour ramener ça, pour dire pourquoi il est là, pourquoi il est engagé pour faire ça. Par exemple, le premier, c'est sur la mangouste. La mangouste, qui est un tueur à gages au début, qui est engagé pour tuer 13, mais il manque un bras. Fait que là, on est comme, OK, tu sais, je veux dire, c'est comme troublé, on a son histoire. Okay. Et pourquoi il est arrivé là? C'est pourquoi il a été engagé pour tuer 13? C'est quoi le chemin un peu, tu sais, à part qui l'a amené là? Le Major Jones, qui est un peu comme son aide de camp, qui va devenir aussi son amante, son garde du corps, son amoureuse, qui va y sauver la vie à peu près 1 milliard de fois. Pourquoi qu'il est là? Je veux dire, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Le général Carrington aussi. Et là, ça a rajouté tellement de substance autour de l'univers que ça te donne une nouvelle vision. Tu sais, et puis là, je reste toujours sur mon exemple. Tu peux lire 13, tu vas avoir un bon hamburger. Puis il va être très bon, là. Je vous avertis, là, lisez-les, vous allez capoter. Mais avec Mystery, là, tu rajoutes des frites et un coke. Ben frites avec de la glace. OK. Puis là, c'est comme, j'ai l'expérience totale. Mais à l'origine, c'était pas voulu pour ça. T'sais, ils n'ont pas créé 13 en se disant, on va créer des personnages à côté, on va se faire des spin-offs. Pour ça, tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est voulu toujours des spin-offs? Est-ce que c'est pensé de dire, je vais créer telle série pour après,
C'est un peu comme dans Marvel. Je pense que dans Marvel, Joël a entièrement raison. Ça a été créé et pensé pour ça, l'univers. Mais dans la BD, j'ai rarement vu un univers qui a été créé pour ça. De se dire, hey, je vais créer cette série-là en pensant que je vais faire des dérivés. Il y a Troy, l'enfeuse de Troy, à un moment donné, on a pensé un peu, mais il y a tellement eu de dérivés que c'est pas comme possible qu'il ait tout pensé à ça. Je pense que des fois, ils surfent sur la vague de la popularité, puis ils se disent, ben, tant qu'à faire, faisons-le, puis au pire, ben, ça se vendra pas, puis ça va laisser faire, mais des spin-offs en BD européenne, il y en a énormément. Ouais. Puis c'est le fun parce que ça permet de connaître beaucoup de choses, puis ça permet aussi d'amener un nouveau lecteur. Je pense que ça, c'est important. Tu sais, commencer par le petit Spirou, puis après ça, tu tombes dans Spirou et Fantasio. Tu sais, quand t'as 8 ans, 7, 8, 9 ans, le petit Spirou, c'est plus c'est plus pour toi au niveau de l'humour que de tomber dans Spirou et Fantasio à cet âge-là, qui est un peu plus adulte, un peu plus un peu plus songé, un peu plus difficile à suivre aussi. Fait que c'est le fun des fois de commencer par ça, puis après ça, de t'en aller vers ça. Ça te permet vraiment de connaître ça. Puis il y en a tellement d'autres. Puis là, j'ai pas parlé de romans, je vous l'ai dit, ça me tentait pas d'en parler. Puis ni de comics, parce qu'on a parlé beaucoup dans les crossovers, on a parlé beaucoup de comics. Fait que ça me tentait de rester là-dedans. Ah non, puis je veux dire, des spin-offs, juste penser à quand Dick Grayson a décidé de prendre son envol. Ah oui, ben oui, il y en a tellement, là. Je veux dire, il s'est retrouvé avec les Titans. Oui. Mais tu sais, on comprend le principe, là. On va en nommer plein d'exemples aussi qui ont été transformés en film puis en série. Dans les comics, là, il y en a tellement là, de spin-off. Ça n'est que ça. Là. Mais comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est un monde qui s'étend. Donc, si je te tends la main en disant univers étendu. Ben oui, dans Star Wars. Parle-nous de Star Wars. T'sais, Star Wars, je veux dire, à l'origine, ce n'est que des spin-offs. Je veux dire, c'est l'origine de base, c'est un film, puis après ça, bon, on l'a développé. On a développé l'univers, puis on a développé l'univers étendu, c'est-à-dire qu'on a permis à des auteurs, des autrices de s'amuser avec ça, puis de créer des nouveaux personnages, mais de prendre des personnages qui existent déjà, des amener en BD, des amener en jeux vidéo, des amener en jeu de rôle, en jeu qu'on nomme-les, là. En jeu de cartes. En jeu de cartes, il n'y a pas un spin-off qui n'a pas été fait de Star Wars. C'est probablement l'univers qui est le plus développé. J'essaie tu sais, je regarde dans les grands univers, là, tu sais, Doctor Who, on n'a pas ça. Star Trek, on n'a pas ce développement-là. Oui, il y a des romans de Star Trek, il y a des jeux de cartes, tout ça, mais aussi fort que Star Wars, j'en trouve pas. Tu sais, je veux dire, c'est tellement immense, c'est tellement grand le nombre de spin-offs qu'il y a fait dans Star Wars, qu'il y a eu dans Star Wars, bon ou pas bon, là, on n'est pas là pour juger la qualité des œuvres, là, mais c'est énorme. Il y en a, c'est des romans plus finis, des romans pour jeunesse, il y a eu des séries jeunesse, Jedi Academy, il y a eu plein d'affaires. Dans les jeux de rôle, rien que dans les jeux de rôle, dans le D6, il y a eu peut-être 40 sourcebooks, différentes patentes de spin-off sur les planètes, les créatures, c'est tous des spin-offs, ça, c'est tout pour développer l'univers. Le guide de ci, le guide de ça, le guide des personnages de Kraken, qui est un personnage secondaire dans le jeu de rôle, qui a eu 3 livres à lui. OK. Tu sais, je veux dire, c'est un personnage qui n'existe même pas dans Star Wars, dans les films. C'est un personnage qui a été créé dans le jeu de rôle, qui a eu un spin-off dans le jeu de rôle, 3 spin-offs dans le jeu de rôle par rapport à lui. Donc, tu sais, on est loin, là. On descend là, vraiment creux dans le spin-off, là. Puis il y a des personnages qui ont été créés dans des spin-offs qui ont été repris dans les films. Des personnages de légende. Tu te dis, OK, lui, ce personnage-là, il existe dans telle affaire. Ils l'ont repris puis ils l'ont mis dans le film. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Là. Et tu parlais pour la BD européenne d'aller chercher un nouveau lectorat. Oui. Il y a des spin-offs de Star Wars à Télétoon qui ont amené bien du monde à Star Wars. Clone Wars, entre autres, là, ça a été immense. Là. Puis dans Star Wars, c'est du spin-off de personnages, mais c'est des spin-offs d'idées aussi. Oui. C'est qu'on a développé des idées dans les spin-offs qu'on a repris dans les films, qu'on a repris dans la trame narrative principale, où ce qu'on se dit, la Bad Batch revient dans la suite, là, la trilogie qui exactement. Tu sais, je veux dire, c'est de se dire, oh, cette idée-là a déjà été faite,
a déjà été pensée à l'origine par un auteur ou une autrice. On va la prendre, cette idée-là, on va la développer, mais à l'origine, l'idée, c'est spin-off, c'est une idée de spin-off qui a été prise puis qui a été rajoutée là-dedans. C'est merveilleux. C'est un beau terrain. Je veux dire, les gens chialent beaucoup sur Star Wars, vraiment les films, c'est plus point, j'ai pas aimé ça, mais ça reste que c'est un terrain immense. C'est la passion qui fait chier. Oui, parce qu'on est tous des passionnés, mais c'est un gros carré de sable, Star Wars. Là. Ben oui. Puis à l'origine, c'est parce que ça n'a pas été contrôlé. Je veux dire, à la base, ça a été laissé... amusez-vous, tu sais, Lucas l'a dit, moi, l'univers des rendus, j'en ai rien à cirer, amusez-vous. Ben, ils se sont amusés avec les pour et les contre, mais on peut-tu vraiment être contre ça? Puis, tu sais, comme Stephen King a déjà dit, j'ai écrit beaucoup de romans dans ma vie, ils sont pas tous bons. Puis il dit l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de les lire. C'est ça. C'est voilà. Tu sais, je veux dire, dans Star Wars, c'est la même affaire. Il y a des affaires qui sont bonnes, il y a des affaires qui sont un peu discutables. Il y a des idées que tu te dis, non, ben, lis-les pas. Passe ton tour, puis regarde d'autres choses. D'où le pourquoi c'est correct d'arrêter de lire un truc quand ça te plaît pas. Tout à fait, comme une série, tu sais, la série Acolyte. Ah non, moi, ça me parle pas, j'aime pas ça, écoute-le pas. Ah ouais. Ah, par contre, j'adore ce que donne Crew. Écoute-les. Il y a tellement de contenu qui est disponible partout, de tout bord, de tout côté. On n'aura jamais assez d'une vie pour tout consommer. Tout à fait. Fait pourquoi se faire chier à lire ou à écouter des trucs qu'on n'aime pas? Puis, exactement. Puis je pense que c'est pas parce que tu n'as pas vu l'entièreté de la série Acolyte que tu comprendras pas la trame narrative, mais c'est comme si tu n'as pas vu toutes les séries de Marvel. Non. Tu vas comprendre pareil la trame narrative principale, là. Tu sais, je veux dire, il va peut-être te manquer de la religion dans ton hot dog, là, mais bon, ça se mange pareil, un hot dog, ketchup, moutarde, là. C'est bon, là. Oui. Tu sais, puis comme Joël l'a dit, passe à autre chose, va écouter d'autres affaires. Tu sais, t'aimes pas ça, flush. Tu sais, mets de la maillot à place. Mets de la maillot, Colin, va voir une autre série, va voir la Clone War. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui ont été développées dans Clone War. C'est fou, là. Tu sais, je veux dire, je pense que l'histoire principale des préquels, c'est Clone War, là. Tu sais, je veux dire, les films sont là, mais si t'as pas vu Clone War, tu sais pas c'est quoi qui se passe, là. Je veux dire, c'est tellement bon, là. Tu sais, puis c'est court, des petits épisodes courts, bang, 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 puis c'est vraiment intense. On écoute 3-4 de suite. Ah oui, puis c'était intense, puis c'était bien fait pour l'origine, là, pour l'époque. C'est pas les plus gros scénarios, là, on s'entend pour dire. Là, non. Mais ça fait la job pareil. Oui, tout à fait. C'est un dessin animé à la base aussi. Oui, exactement. Pas, puis Lucas le dit, hein, Star Wars, c'est censé être pour les enfants. C'est ça. Fait qu'on tue les gros scénarios développés, là, à pu finir, avec les ramifications à Yipaya, là. Tu sais, c'est un conte de fées pour enfants, puis on est là pour avoir du fun. Il y a du fun, ma foi du bon Dieu. Puis oublier le reste. Tu sais, c'est pas comme dans Star Trek, de se prendre au sérieux, là. Mais il y a eu des spin-offs dans Star Trek. Star Trek The Next Generation, est-ce que c'est un spin-off de la série originale? C'est une continuité. C'est une continuité. Mais Voyager. Il y a eu Deep Space Nine, Strange New World. Il y a eu la première, là, avec Archer, là, les débuts de Star Wars. Il y en a eu. Là, je te parle pas des romans. Les romans, il y en a à tour de bras aussi. C'est sûr. Les romans et les jeux de rôle. Il y en a quand même eu pas mal, là, Star Trek. Là. Ça a pas eu beaucoup. Mais je pense que oui. Je pense qu'à l'origine, c'est sûr que c'est pas les mêmes personnages, mais l'idée de base, c'est de prendre le vaisseau puis de le mettre dans un autre temporalité, mais ça reste que c'est un spin-off. Tu sais, je pense que oui. Tu sais, c'est comme tu as dit avec Million $. C'est un spin-off, là. Tu sais, je veux dire, on a vu qu'on avait un potentiel là-dedans, puis après, quand ils ont vu que The Next Generation, ça poignait parce qu'ils étaient vraiment pas sûrs au début. Quand tu écoutes les premiers épisodes, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu regardes les costumes, puis tu regardes les décors, puis tu te dis, tabarnane, ça a été fait dans un sol d'une église avec le cercle de fermières de la place. Puis ils ont cousu ça avec la vieille Singer de ta mère. Puis ils ont pris le styromousse qui traînait dans la poubelle, là. OK. Parce que c'est wow! Tu te dis, OK, mais après ça, quand ça a commencé à pogner, là, les moyens étaient là. Puis là, il y a Space Nine après ça qui a été développé. Je veux dire, c'est que t'aimes pas Star Trek, c'est majeur. Comme Doctor Who aussi, il y a eu beaucoup de spin-off. Il y a beaucoup de... Mais en même temps, Doctor Who, le concept de l'épisode est fait pour... de la série est fait pour avoir des spin-offs. C'est un docteur qui est là, puis que
tu peux faire ce que tu veux avec. Là. Il y a la série Stranger Things aussi qui a connu ses spin-offs en roman et en bande dessinée. Oui, exactement. Et je pense en pièce de théâtre. Ah oui, celle-là, je savais pas. Il me semble que oui. C'est une adaptation en théâtre ou un spin-off? Je pense que c'est autre chose. Okay. Ah, c'est donc bien cool, ça, je savais pas ça. Parce qu'en roman, il y avait eu un spin-off sur le docteur Brenner, il y avait eu un... Sur le policier, le shérif. Hopper, dans le temps qu'il était détective à New York. Puis ils ont fait des romans jeunesse aussi avec Maxence. Puis ils ont fait plusieurs bandes dessinées. Dont une avec la sœur de... Comment il s'appelle le personnage? Je m'en souviens pas de son nom. Erika? Oui, Erika. Hey, ça, c'est bon, ça. Mm-hmm. Hey, c'était vraiment bon, ce spin-off-là là, sur Erika. Vraiment, là. Mm-hmm. L'enfant doué. C'était vraiment brillante, là. Mais brillante, mais elle était un petit peu sûre d'elle, on va dire ça comme ça. Un petit peu baveuse. Elle était un petit peu baveuse. Elle était intelligente, pas le sait. Elle clenche tout le monde au jeu de rôle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça, c'est beau, là. Les spin-offs sont bien faits, sont bien dessinés. Puis encore là, tu te dis, bon, c'est-tu mercantile? Certainement. Puis avec le temps que ça prenait entre les dernières saisons, ça en prenait pour maintenir l'intérêt des fans. Tout à fait. Ça, c'est important, maintenir l'intérêt. Parce que, surtout au cinéma, là, en roman et en BD, c'est peut-être moins évident, mais au cinéma, il y a tellement d'offres que si tu ne gardes pas ton intérêt, c'est fini. Là. Tu passes ailleurs. Là. Oui. Je veux dire, c'est... Ah, puis même à ça, c'est aussi rendu un problème. Ben là, c'est le fun qu'on parle de Stranger Things, mais c'est un problème sur Netflix parce que ça prend tellement de temps avant d'avoir la prochaine saison que quand il y a ça... Tu te souviens pas de rien. Oui. Puis non, l'intérêt finit par disparaître aussi. Il faut qu'ils mettent les attentes très hautes avec une nouvelle saison pour aller rechercher les gens. Puis un résumé. Après 3 ans, 3-4 ans. Parce que c'est ce qui est arrivé avec la saison 2 de Fubar avec Arnold Schwarzenegger. Oui, moi, tu vois, j'ai commencé puis j'ai plus d'intérêt. C'est ça. J'ai regardé 2 ou 3 épisodes. Puis j'ai arrêté. Puis même à ça, il y a bien du monde qui ne savent même pas qu'il y a une saison 2. Parce qu'il y a eu trop de temps. Puis surtout que c'est un univers qui est tellement niaiseux, il me semble que c'est assez facile à développer. Là. On n'est pas dans Game of Thrones, là, où les anneaux de pouvoir, où il y a quand même un bagage à faire, une cinématographie, des décors. Je veux dire, ça, tu fais pas une série de même ça prend pas 2 mois à la faire. Là. Fait que tu comprends que ça va prendre un méchant bon résumé des anneaux de pouvoir. Ils vont faire un résumé d'1 heure. C'est ça, absolument. Le premier épisode, ça va être... Ou le premier épisode, voici ce qui s'est passé. C'est le dernier de la saison précédente. On va condenser tout dans un épisode. On écoute des séries comme moi je lis des livres. Le lendemain soir, je relis les 2-3 dernières pages. Ouais, parce que ça va avoir tellement de temps que tu perds. Game of Thrones, moi, ça a fait ça. Il y a des bouts où je commençais la nouvelle saison, puis je me disais... C'est qui, lui? Pourquoi? C'est qui s'est passé? Putain. Je n'ai-tu oublié? Je n'ai-tu oublié un? Moi, j'ai oublié un épisode. À l'écran, il y a du bon et il y a du moins bon. Okay? Je suis allé fouiller dans les best et dans les worst. Marc, tantôt, t'as parlé de petits bonhommes bleus. Je vais commencer par des petits bonhommes jaunes. C'est pas les Simpsons. Les Simpsons. C'est un spin-off, les Simpsons. C'est un spin-off. De quoi? C'est sorti d'un talk show. Oh, ouais. Les Simpsons, à la base, c'était de courts dessins animés dans le Tracy Ullman Show. Et sur le premier coffret des Simpsons, tu les as, ces dessins animés-là. Puis ça ressemble pas tant. Même qu'Homer avait des cheveux, la tête pointue. Un méchant coup de génie, hein? Mais oui, c'est parce que c'était populaire. On s'est dit, hey, on essaye-tu de faire une série télé avec ça? Et le premier épisode qui a été produit, c'est c'est le spécial de Noël. Ah, c'est pas voyons comment il s'appelle, la gardienne? Non. Non? Ben, c'est peut-être le premier épisode qui a été diffusé. OK. Parce que le premier épisode qui a été produit, c'est le spécial de Noël où on finit par trouver le petit Renault Nero, le chien. Là. Mais ça venait du Tracy Ullman Show. Les Simpsons sont un spin-off. À part ça, Creed, ouais, qui est un spin-off de Rocky. Exactement.
qui est quand même bien amené, là. Oui. Je veux dire, c'est quand même... ça reste que c'est le scénario de... Ben, le premier Creed est vraiment un spin-off. Oui. Le deuxième... C'est une suite du spin-off. Ben, en fait, le deuxième, c'est Rocky 4.5. Ouais, c'est une suite du spin-off de Creed, mais c'est un spin-off de Rocky 4. Donc, c'est un double spin-off. Ouais. Non, c'est clairement la suite de Rocky 4. C'est comme la revanche des pères, mais avec leur fils. Ouais. C'est super malsain, dans le fond. Mm-hmm. Tu t'envoies ton fils, même si le Rocky, c'est pas réellement son fils, mais on s'entend que c'est comme un père adoptif, là. Se battre contre le fils du gars que t'as battu il y a 30 ans. C'est ça. C'est malsain, en tabarnak. La vengeance par fils interposé. Le film Bumblebee, c'est un spin-off de Transformers. Exactement, oui. Annabelle. Oui. La Conjuration. Ah oui, c'est vrai. C'est la poupée. La poupée. Ah. Oui, puis The Nun aussi, c'est un spin-off de la Conjuration. Oui, c'est vrai. Des hommes de loi. C'est un spin-off de... Du fugitif. C'était une autre... Tommy Lee Jones. C'était une autre aventure du shérif. C'était Ashley Judd, je crois, qui avait été... Oui, je pense que oui. Ouais. Mais ça, c'est curieux. Des fois, je le voyais dans une liste de bons spin-offs, puis des fois, je le voyais dans des listes de mauvais spin-offs. Tommy Lee Jones a gagné un Oscar pour son rôle de soutien dans Le Fugitif. Ouais. Il n'y a pas été en nomination pour des hommes de loi. OK. Ça t'explique un peu qu'une tête qui a tiré l'élastique un peu. Le chapeauté. Oui. Mm-hmm. C'est clairement un spin-off de Shrek. Tant qu'à ça, Tigrou le film. Oui. Qui a été, quand je pense, pas mal populaire à part ça. Frasier, la télésérie, ça vient directement de Cheers. Ouais? Mon Dieu, je me rappelle pas du nom de l'acteur. Il faisait Beast dans les premiers films X-Men. Hey, mon Dieu. Bon, il a toute une voix, mais lui était le psy dans Cheers. Okay. Parce que, je veux dire, ça se passait toujours au bar, puis lui, probablement, après sa journée de travail, il allait prendre une bière, mais là, on a fait une série juste sur lui, et je pense qu'on vient de faire de nouveaux épisodes, où il y a de nouveaux épisodes qui s'en viennent, parce que c'est bien cool de ce temps-là, de refaire des séries plusieurs années plus tard pour voir où nos personnages sont rendus. Sex and the City, la nouvelle série. Qui vient de finir, puis là, ce serait totalement fini, mais va-t-on faire un spin-off de cette série-là? On va peut-être faire un troisième film qui va être un spin-off de la série qui vient de sortir. J'ai aucune idée. Dans les années 80-90, Place Melrose. Je m'en allais exactement ça, c'est Beverly Hills. 90211? Ouais, c'est ça. C'est 90210. OK. C'était un spin-off de Beverly Hills, mais pas mal moins ado, par exemple. Ouais. Ça avait pogné pas mal. Better Call Saul, qui est une série dérivée de Breaking Bad. Oui, exact. Avec l'avocat. Daria. Oui. Le dessin animé, Daria, je savais pas que c'était un spin-off, mais Daria était un des personnages secondaires de Beavis and Butthead. C'est vrai? Ouais, mais dans Beavis and Butthead, les personnages secondaires étaient très, très, très secondaires, mais elle a accroché. OK, c'est clair. Elle avait sa personnalité. Là. Puis c'est ça, la série, c'est qu'elle déménage, puis elle arrive... Il y a une saison de Daria, J'ai aucune idée. C'est tellement épique. Non, mais la musique... Ça, c'en est une vraie qui s'en fout. Ouais. La musique, l'attitude, le visuel, les couleurs. Elle n'a pas besoin de le dire qu'elle s'en fout, elle s'en fout. Dans les pires spin-off, en tout cas, selon les listes, là, ce que je vous nomme là, il n'y a pas grand-chose que j'ai vu là-dedans. Là. Oui. That 80s Show, qui est un spin-off de That 70s Show. Oui? OK. Je pense que c'est sorti sur Netflix. Ça a comme... C'était pas avec Ashton Kutcher, ça? Oui, That 70s Show, oui. Et un des gars là-dedans, je pense, est en prison aujourd'hui. Bon. OK. Il y en a beaucoup de gars en prison des temps-ci, probablement. Joey. C'est une série dérivée de Friends. Parce que dans Friends, il y a Joey. Okay. Ça a fait
patate. Pour vrai. Pas à peu près. Pourtant, Friends, il y a bien une série J'ai jamais écouté qui est comme un épisode. culte. Ouais. Moi non plus, mais il y a des gens mais, pour qui c'est mais culte. je sais pas pourquoi ça n'a pas marché Ils avec n'ont Joey. pas atteint les attentes, probablement. Probablement. Ouais, Friends puis Seinfeld. Là. Seinfeld, c'est comme des séries cultes aux États-Unis. Oui, absolument. Je savais pas que ça existait. The Cleveland Show. Cleveland, c'est le voisin de Peter dans Family Guy. Oui. Ah ouais. Donc, il y a eu une série de dessins animés juste sur lui et sa famille. Ça a comme... C'est ça. Ben, c'est dans l'univers de Family Guy. Ouais. Mais oui, je me rappelle Cleveland, oui. Ça avait passé à Télétoon la nuit dans le temps. OK. Une série qui s'appelait, qui s'appelle encore aujourd'hui, mais qu'elle n'existe plus, là, Tabata. Tabata est la fille de Samantha, la sorcière bien-aimée. Ça, on n'en a pas entendu parler. Non, ce fut bref. Ce fut plutôt bref. Moi, j'aurais fait le spin-off sur Salem. Ben oui. OK. Ouais, non, mais là, tu parles de Sabrina, la sorcière. Ouais, mais c'est pas ça? Et non, Samantha, c'est ma sorcière bien-aimée. Oh, les boys, OK, non, je suis pas dans la même... on n'est pas dans la même époque. Là. Non, pas en tout. Parce qu'elle avait une petite fille dans la série, vers la fin, puis la petite fille, justement, elle bougeait son nez avec son doigt, et c'était une sorcière comme sa mère. Mais là, genre 20 ans plus tard, on a décidé de faire une série sur elle. Ça a sûrement pas pogné. Hein? Non, il n'y a aucun des personnages de série originale qui apparaissait là-dedans. C'était comme... Pour moi, tu trouves pas ça sur Tubi, là. Peut-être. On va aller voir. Peut-être. La série Enos. E-N-O-S. Enos est le policier qui accompagne le shérif dans Duke of Hazzard. Et les boys, là, tu vois le point. Là. OK. C'est niché. Excusez. Je pense que ça a été très, très niché, en effet. Puis pourquoi ils ont fait ça? C'est ça la question. OK? Pourquoi? Tant qu'à ça, fais le shérif. Ben oui. Mais c'était pas comme le personnage un peu niaiseux. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il est muté ailleurs. Mais ils ont voulu faire une comédie avec ça, I guess. À la base, Duke of Hazzard, c'est une comédie. Oui. Il y a pire. Baywatch Nights. Ça, c'est une spin-off de Baywatch? Ben oui, avec David Hasselhoff. Ah oui, quand même. Mais c'est que David Hasselhoff, dans le jour, il est lifeguard. Mais le soir... Il va dans les clubs de danse. Non, il est détective. Oh! Hein? Le soir, il devenait Magnum. Wow! Ou un hybride entre Magnum et son ancien rôle de K2000. Tabarouette. Okay? Pourquoi pas? Je savais pas que ça existait. Fait que c'est un Sherlock Holmes en chest. Non, je pense pas qu'il est en chest de nuit, là. Puis on a vu qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ses chests dans le film de Bob l'éponge. Oui, il peut tout faire. Il y a The Love Boat, The Next Wave. Donc, la croisière s'amuse, la nouvelle vague. C'est la vague, elle renverse le je pense que c'est pire que le Titanic. Dans le Poséidon, là. How I Met Your Father. Ça doit être un spin-off de J'ai rencontré ta mère. C'est ça, oui, absolument. Puis ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Ça peut-être 1 an ou 2. Ça n'a pas répondu aux attentes. C'est-tu comme la même histoire, mais du point de vue de la mère? Je pense que oui. OK. Parce que oui, on peut faire ça en spin-off, de parler de la même histoire, mais du point de vue d'un autre personnage. OK. Donc, il y a un spin-off de Twilight. Oui. Qui est du point de vue de Edward, en fait. Vrai. Qui est le premier roman, mais du point de vue d'Edward, qui s'appelle... J'ai aucune idée. J'ai oublié le titre. Mais tant qu'à ça... Silver Sun ou quelque chose avec le soleil. Tant qu'à ça, il y en a un de 40 nuances de gris aussi, non? Oui, mais ça, c'est une fanfiction. Non. Il y aurait un spin-off de oui, c'est vrai, ils ont fait du point de vue du gars. C'est ça. Puis comment ça s'appelle? C'est le nom du gars, je pense, le titre du roman, mais je me rappelle pas. Regarde. Gray? Gray. Ouais, il doit juste s'appeler Gray. Bon, il faut que j'aille fouiller ça. Je vais lire ça ce soir. Ma lecture sous l'oreiller. Tu t'en viens bon dans le sarcasme, je trouve. Mon moi intérieur commence à être bon. Le roi scorpion. Tabarnak, ils ont fait des spin-offs de ça, mon ami. Ben, c'est un spin-off de la momie, en fait. C'est ça, c'est un spin-off de la momie. Exact. Les pires... le roi scorpion dans la momie,
c'est dans toutes les anthologies du plus terrible CGI. Ah, c'était épouvantable. Mais C'était me semble fou, le film du Roi Scorpion avec The Rock. J'avais pas eu ça. Moi. Oui, Mais j'ai dans la momie... mais j'ai peut-être un très mauvais souvenir. Hein. Non, le premier avec The Rock, c'était pas pire, mais les autres, là, ils les présentent toutes sur Addict Télé, là, les gens. Ah ouais. Moi, à chaque fois qu'ils passent, je les écoute. Je pensais qu'il y en avait juste fait un. Ils en ont fait 5. Non, il y en a eu d'autres, Roi Scorpion, mais c'est pas avec The Rock. Non. Ok. Et c'est tout, c'est comme un peu l'héritage de Mathéus, puis c'est l'héritage de ci, puis là, c'est le pire. Bien ça. Eh ben. Catwoman. Le film? Avec Halle Berry. Ah, moi, je pensais... oui, c'est... Ah, t'as parlé. On peut appeler ça un spin-off. Evan, le Tout-Puissant. Quel mauvais film. Ah oui, qui était un spin-off de... Bruce, Oui. le Tout-Puissant. Planes, les avions. Ah. C'était comme un spin-off des bagnoles. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah. Puis ça... les avions ont moins pogné que les autos. C'est sûr que c'est Flash plus facile. McQueen, il est indétrônable. C'est plus facile aussi, mettons, de modifier ta voiture pour le faire ressembler à Flash McQueen que modifier ton Cessna pour ressembler à Plane. C'est une façon de voir ça. Hobbs et Shaw. Ouais, ça, c'est un spin-off de... Rapide et dangereux. Rapide et dangereux. Encore The Rock, hein? C'est The Rock qui est là-dedans? Ouais, c'est The Rock, puis comment il s'appelle? Jason Statham. Oui. Jason Statham. Ça... Pourtant les ingrédients sont là. Oui, c'est clair. Si vous voulez voir Jason Statham en chest, c'est là. Argyle, c'est un film dérivé de Kingsman. Je savais pas ça. Ah, moi non plus. Je sais qu'ils ont fait Kingsman les premières missions. Oui, c'est ça qui était comme dans le passé. Oui, qui était comme dans un préquel. Ouais. Mais je savais pas qu'il avait fait... Oui, j'ai bien aimé ça, moi. Supergirl, c'est vrai que c'est une adaptation de la BD Supergirl, mais pour l'époque, c'était clairement un spin-off de Superman avec Christopher Reeve. Oui. C'était la même équipe, mais pas tout à fait le même résultat. Non, ça n'a pas tant pogné. On est plus proche de Xanadu que de Superman dans ce film-là. Mais hey, le film Xanadu, là. Ça, c'est un gros trip. C'est vraiment... Je vais utiliser le mot acide. C'est... il y avait beaucoup d'espoir. Je sais pas s'il y avait beaucoup d'espoir, mais il y avait... J'ai vu un reportage là-dessus. OK. Il pensait que ça allait... Oui, il pensait vraiment que ça allait révolutionner le cinéma. Ah oui. Un peu comme Kroll, là, aussi. Là. Ouf! Mais moi, à cette époque-là, j'aimais tellement Olivia Newton-John. La musique là-dedans était pas pire. Ah là, oui. Oui. Encore aujourd'hui, ça joue. Mais c'est tout le reste. Non, ça. Ben, il est possible que si tu l'écoutes en prenant des substances, là, mais là, je dis pas d'en prendre, bien entendu. Non. Là, mais que ça t'amène une nouvelle vision. Non, je pense que tu n'as même pas besoin de rien prendre. Tu fermes tes yeux. Ou, ça simule l'effet. Écoute, dans l'ordre ou dans le désordre, The Wall et Xanadu. Oui, exactement. Ces deux films-là, un après l'autre. Ouais. Mais Xanadu, si tu souffres d'épilepsie, tu n'écoutes pas ça. Ah, OK. Oui, c'est vrai que c'est les lumières... ça flash. Les lumières les cristaux, puis les... T'as pas un bout dans un rouleau-dron, là. Non, mais ce n'est que ça. Xanadu, c'est... Voilà, je le réécoute. C'est la tentative de rouvrir ce patinodrome-là là, qui s'appelle Xanadu. Et on est à l'époque du patin à roulettes que j'ai malheureusement vécu. C'était les sorties scolaires et c'était mon calvaire. Non. Les patins à roulettes à 4 roues, là. Oui, je me suis retrouvé couché en dessous des machines à boules parce que mes 2 pieds partaient par en avant. Non. C'était pas faisable. Je me suis rampé les coudes après le tapis parce qu'il y avait du tapis tout le tour. Quel mauvais souvenir. Et je terminerai par mon Grand Prix. Grand Prix Citron? Oui. Tous les spin-offs de Folie de graduation. Ah, mon Dieu. Il en sort un autre, là. Le camp musical. Là, il va en sortir un autre. C'est sur la mort de la mère de
Stifler. Pour vrai. OK. Ah oui, mais là, ils vont Ouais. ramener... Ça va être vraiment... Ça va être des retrouvailles. Ça va être Ouais. en lien avec les films. Ouais, Ouais. mais c'est OK. quand même un, Oui. c'est quand même un dérivé Ouais. du premier, là. Mais les dérivés direct Ah. en cassette, là. Ouf! C'était... le premier était déjà pas tant bon. Ah, mais moi, la bague de mariée, là... Et honnête, moi, je me souviens pas de tout. Non plus. Non, la bague de mariée, c'est le chien qui la mange. Mhm. Puis Stifler, il suit le chien Pour la récupérer? pour récupérer la bague OK. qui se retrouve à travers les truffes. Ah, Non, j'en dis OK. pas plus. Il y a des truffes aux États-Unis? Je regarde, j'ai aucune idée où le mariage avait lieu. Là. Ça, c'est Folie de graduation 3. OK. Je pense, Je le me suis pas mariage. rendue Non, là. je sais pas, j'ai écouté le premier puis j'ai arrêté. Non, le mariage, c'est le 3, puis le 4e, avec les acteurs originaux, là, sont mariés, ils ont des enfants, sont plus Ça, c'est sûr. J'ai pas vu. supposés être plus casés. Là. Ouais, Supposés. le lendemain de veille aussi, il y a eu pas mal de Ouais, ça, il y a de eu des suites, mais des suites. Ah, c'est-tu des spin-offs ou des Non. continuités? Non, ça, c'est vraiment des vraiment suites. des suites. Mais les spin-offs, c'est avec des Ok. personnages secondaires Ah. dans Folie de Ouais, graduation. comme Ouais. Joël l'a dit, le camp musical. Je sais Ouais. pas, le frère de Stifler. Oui, oui, c'est vrai. Le petit frère de Stifler avait fait des spin-offs. Ah, aussi, il y a eu des spin-offs, puis c'est vrai, je l'avais marqué aussi dans mon prix Citron, de Home Alone. Hein? Parce que les 2 premiers, c'était avec Kevin, Ouais, mais il y en a eu 3 ou 4 autres après. Hein. pour vrai. Fait que c'est pas tout le temps bon des spin-offs, finalement. Non. Mais on veut étendre Étirer l'univers la et aller sauce. chercher un autre public. Ouais. Des fois, ça marche, des fois, ça marche Mais moi, je pense qu'au Malone, c'est un spin-off de E.T., personnellement. Parce que tu te regardes, c'est la même histoire. Oui. Tu sais, je veux dire, Et t'as c'est- le petit garçon, puis t'as le petit E.T. qui est laissé tout seul par sa famille innocente, qui le laisse là, Mhm. puis qui veut rien que retrouver sa famille. C'est la même histoire. Puis Mais t'as des ça- méchants. Mais ça, est-ce que c'est un spin-off ou une copie? On n'a jamais Ah, fait ouais, d'épisode sur les c'est copies. vrai. Il y en On a n'a peut-être. jamais fait les copycat, les copies, Mm. c'est Les vrai. reboots puis les reprises. Ouais. Aussi, mais Paul Blart, flic du mail, c'est une copie de Die Hard. C'est vrai. Mhm. En moins bon. Mais Mm. Ben, en fait, moi, j'avais lu que c'était Die Hard avec des jokes de gros. Ouais, ouais. c'est ça. Mettons que ça a mal vieilli comme humour. Probablement. C'est Probablement. Une joke de gros, une joke de gros, que ce soit gars ou fille, c'est une joke de trop. Pour moi, là. Mhm. Ça m'a donné. Passons à autre chose. Des spin-offs, il y en a eu, il y en aura d'autres. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, on se dit comment on pourrait Étirer la machine. Ouais. Étirer Ben, la sauce. étirer la sauce. Je vais plutôt dire étendre l'univers, Ouais, exact. mais Des fois, ça part de des fois, ça donne Baywatch. Baywatch Nights. Ah, mais ça, il faut que je voie ça, moi, parce que je veux voir. Pourquoi il est un gossard? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'aimerais juste être un espion dans la salle de conférence Oui. où on a brainstormé pour en arriver là. Ah, t'as trouvé que c'était une bonne idée, type, de dire, hey, Ouais. on va flamber de l'argent. Moi, Tu sais, on va mettre 200-300 000 sur une série. puis c'était tellement pas David Hasselhoff qui faisait en sorte qu'on regardait Baywatch, là. Ben, peut-être, là. Mais, Il faisait partie du package. ouais. Le package deal. Tu sais, c'était comme... Mais dans des... il y avait Jason Momoa, puis lui, pour la genre féminine. Oui, c'est vrai qu'il y était Puis il y là-dedans. avait Pamela Jason pour... Momoa était dans Baywatch. Oui, madame. Oui, mais je pense que c'était un spin-off du Baywatch original. OK. Je pense que c'était Baywatch Miami. Je En sais tout cas, pas, ça- mais il a été là-dedans. Oui, Mhm. mais c'est Ouais. vrai qu'il a commencé là-dedans. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr qu'il le met sur son CV maintenant, mais il a été là-dedans. Il a été Conan aussi. Oui, effectivement. Je pense même que c'est son premier grand rôle. Ouais. Mhm. Puis il était très bon. Mhm. Honnêtement, c'était bien meilleur Conan qu'Arnold Schwarzenegger. OK. Mais le reste, malheureusement, était pourri, là, mais le personnage était beaucoup plus fidèle au roman OK. que Conan, les gros bras. Arnold. Allons-y maintenant avec nos Samalumes Imaginatrix. Oui, ben ça m'allume. En fait, la semaine dernière, j'ai vécu ça avec Marc. Hey, et moi aussi. Éric. Hey, on a un Samalume On ensemble. a un Samalume ensemble. Yes!
Mais moi, en fait, ça faisait longtemps que je voulais aller voir les micro-festivités qui sont organisées par le Sonore sur la rue La Fontaine, derrière la microbrasserie au Fou-Brassant. Puis là, cette année, j'avais envie d'y aller, mais comme j'avais pas vraiment personne, puis comme Dadon, Marc, il dit « Hey, j'ai gagné une passe VIP. » Fait que Comme par hasard. On s'en rejoint là le jeudi soir. Puis moi, je voulais y aller, mais j'avais absolument aucune idée de c'est quoi les groupes qui jouaient. Tu sais, moi, je sais que ce que le Sonore diffuse habituellement, c'est pas mal dans mes cordes, c'est pas mal dans la musique que j'aime. Puis j'avais vu à la télé qu'il avait annoncé que ça allait être une soirée punk rock. Puis là, moi, j'étais comme « Ben ouais, le Sonore punk rock, ça va être Qu'est-ce qu'ils appellent du punk rock? Ouais, c'est ça. Ça va être léger comme punk rock. Puis, à ma grande surprise, j'arrive là, puis c'est du vrai punk typique des années 80, de la vague de Riot Girl, le punk féministe des années 80. Puis je suis comme, wow, OK, ça rentre dedans. Fait qu'à la fin du show du premier groupe, le premier groupe s'appelait Crachat, OK? Puis le deuxième groupe s'appelait DVDT. DVDT, ouais. DVDT, puis t'as aucune idée de qu'est-ce que tu t'en vas voir quand t'entends ces noms-là. Mais bref, le premier groupe s'appelait Crachat, fait que je m'en vais pour acheter un de leurs albums. Avoir su que c'était du punk, j'aurais compris pourquoi le groupe s'appelait de même. Ben oui, moi, c'est ça. Moi, j'ai juste vu la liste puis j'ai fait, bon, c'est chic. C'est ça, tu sais vraiment pas à quoi t'attendre, là. Puis c'est un peu comme un menu mystère, là. T'as des noms de plats, n'importe quoi, là, puis t'as aucune idée de qu'est-ce que tu vas te faire servir. Fait que, bref, c'est ça. À la fin du premier tour... À la fin du crachat. À la fin de Crachat, je décide d'aller acheter leur album. J'avais pas assez de monnaie sur moi pour acheter le vinyle. Mais finalement, virement Interac, j'achète le vinyle. Je déballe ça avec Marc puis Eric. Puis, à l'intérieur du vinyle, le livret de paroles, je découvre que c'est un zine. Fait pareil comme dans les années 80, c'est-à-dire c'est des collages de photos puis de textes qui ont été photocopiés. C'est relié avec des stitches à la machine à coudre. Ça a été relié avec une machine à coudre. Il y a même à la fin un quiz. OK. Pareil comme dans les magazines quand on était jeune. Fait que tu réponds à des questions pour savoir quel membre de Crachat es-tu. Fait que moi, j'arrivais pas mal à égalité avec Liz puis Malou. OK. Fait que, bref, j'étais juste comme, wow, c'est vraiment... L'album est super bon, honnêtement. C'est comme... C'est comme s'il avait fait ça pour toi. C'est comme s'il avait fait ça pour moi. Mais t'es dans la nostalgie. Tu sais, moi, j'étais trop jeune à cette époque-là pour avoir connu les groupes punk, pour avoir connu les zines à cette époque-là. Puis c'est des jeunes femmes qui ont décidé de reprendre ce courant-là, puis de faire de la musique avec ça, puis de vraiment embrasser l'esthétique, mais toute l'attitude là, qui vient autour de ça, toute la culture punk, ils ont vraiment embrassé ça, pareil comme si on faisait un voyage dans le temps. Fait que, bref, leur album s'appelait Fille Poupée. Fait que c'est des paroles... Ça torche. Ça torche, tu sais, c'est anarchiste, c'est féministe par moment, puis bref. J'ai vécu un bon moment ce soir-là. Vraiment inattendu. Tu sais, moi, c'est très rare que je sors les soirs de semaine en plus. Fait que quand tu sais pas à quoi t'attendre puis que t'arrives à une place puis que c'est ça, là, j'ai fait wow. Moi, j'aimais ça être déstabilisé, hein. Écoute, j'arrivais là. Puis, premièrement, j'ai gagné puis je sais même pas pourquoi. Mais bon, bref. T'as rempli un coupon quelque part c'est ça. Ou t'as cliqué j'aime sur Facebook. On remplit tout le temps ma blonde a rempli tout ce qu'elle peut pour gagner. Des fois, elle gagne. Des fois, elle dit mets ton nom. Mon nom, j'ai gagné. Bon, bref, j'étais bien content. Mais moi, je connaissais zéro. Là. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Là. Quand je suis rentré là, j'ai fait comme mais qu'est-ce que je fais ici? Je regardais le monde et je me disais là hey, j'ai une chemise de Star Wars. J'ai fait comme what the fuck, man? Je fais comme dans un monde parallèle. Là. Mais c'est carrément, j'aime ça, moi, de tomber dans des affaires de même puis faire connaître des trucs. Puis après le groupe, là, il y a eu un autre groupe qui s'appelle Angine de Poitrine. Là. Oui. Oui, ça aussi, je trouvais ça chic comme nom de groupe. C'était moins punk. Ouais, mais écoute, c'est genre Daft Punk techno. Là. Oh, ouais. C'était... moi, écoute, j'avais une pause, fait que là, il me dit hey, tu peux rentrer tout de suite.
Fait que là, je suis rentré, mais il y avait tellement de monde. Oui, c'était plein. Je suis ressorti parce que j'ai dit, admettons, je vais m'en aller pendant le spectacle, je serai jamais capable de sortir. Fait que je me suis assis dehors sur la terrasse. Je les voyais quand même. Là. Puis écoute, c'est des deux gars du Saguenay. On sait pas c'est qui. Parce qu'ils se déguisent comme Daft Punk. Ils ont un rang de nez. Ils ont du maquillage jusque sur les pieds. Ben oui, sur les ongles, sur les pieds. Puis là, ils ont un signe en triangle. Ils font pas. Écoute, c'était vraiment. J'ai fait comme. OK, je suis comme dans un autre monde. C'est comme. Il y a de passer un genre d'univers parallèle. Là. Puis tu sais, je suis dans l'univers de se dire que. Comme quand tu écoutes du Pink Floyd pour la première fois, tu n'as pas besoin de prendre rien pour triper. Ou Xanadu. Là. Tu sais, tu t'assis là, puis tu fermes tes yeux, là, puis tu pars en trip. Là. Puis tu fais comme, OK, tu sais, c'est amuse-toi, man. Puis je comprends que dalle à la conception artistique de ces deux gars-là, mais Kalim, il était bon. Puis c'est ça, la musique. La musique, comme tous les arts, c'est censé faire ça. Ouais. Oh, ouais. Tu sais, je veux dire, la peinture, nomme-les toutes, là. Puis j'en ai profité, puis c'était vraiment le fun. Puis Eric puis Joël est venu en deuxième journée. Ils ont vraiment eu du fun. Puis 3 constats. J'aime ça, apprendre des nouvelles affaires, même si je ne fit pas dans l'environnement. Je suis rendu vieux parce qu'après 2 bières, je suis fini. Mais ça, c'est tout. Puis 3e constat, je sais pas. Je trouve que Sonore, à Rivière-du-Loup, font des affaires complètement capotées, qui sortent de l'ordinaire. C'est de l'underground. Ils sont pas mainstream, c'est ça. Exact, qui donne la possibilité à des groupes émergents, des chanteurs, des chanteuses de se développer puis de venir. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de représentation dans les médias de cet événement-là. Je les ai quand même vus à la télé la veille. Ouais, bon, au moins. Fait que oui, ils ont passé à Radio Cannes. Mais c'était bon. Honnêtement, c'était un beau moment, puis je suis vraiment content qu'on ait ça. Moi, je suis pas un grand amateur de musique. Un vieux amateur de musique qui écoute de la vieille musique. Mais ça, j'aime ça. Tu sais, les nouvelles affaires de même, qui me faire découvrir des trucs québécois en plus. Oui, puis c'est voir la diversité des gens qui se ramassaient là. Parce que oui, toi, tu avais ton chandail de Star Wars, mais tu sais, t'en avais des plus métalleux, puis t'en avais des plus indie, puis tout ça, ça se mélangeait. Il y avait même un pug en papier mâché. Ben oui! Un chien au bout d'une laisse en papier mâché. Non, tu sais, c'est un genre de mini Woodstock, là. C'est comme, tu rentres là-dedans. Il y a quelqu'un qui est allé au fou brassant avec son chien en papier mâché. Ah oui, c'était vraiment, là. C'était pas comme une mascotte. C'est peut-être avec enjeu de poitrine, là, peut-être que c'était ça, là. Peut-être que ça faisait partie du concept, là. Mais tu sais, c'était un genre de mini Woodstock. Tu vas te chercher ta bière, puis tu passes à côté du chien avec la personne qui le tient en laisse. Puis le genre de soir où on aurait aimé faire un podcast, là. Ouais. Non. Mais tu sais, c'est le fun, puis toutes les personnes qui étaient là, ils étaient là pour s'amuser, pour avoir du plaisir, puis je pense que ça a été vraiment le fun. Juste un beau ça m'allume pour moi aussi. Puis toujours le fun aussi d'être avec des amis. Fait que c'est moi. En aviez-vous d'autres, ça m'allume? Ben, moi, je continue avec le même ça m'allume que la semaine passée, Alien Earth. Ouais. Je continue à dire que c'est vraiment très bon, puis ça reste que c'est un ça m'allume continu. À date, c'est un ça m'allume continu. OK. Même si les humains là-dedans, c'est des sans-dessins. Ouais, mais ils sont tout le temps sans dessin. Tu sais, mais en même temps, je dis qu'ils sont sans dessin. Mais tu sais, je vais me promener à des places, puis je rouvre des portes que je devrais pas ouvrir. Fait que je suis aussi sans dessin qu'eux autres. Parce qu'à un moment donné, il va me tomber quelque chose à la tête, ou il va m'arriver de quoi, ou je vais ouvrir une porte, il y a quelqu'un qui va m'attendre avec un bat. Ouais. C'est sûr, ça va arriver. Quelque part à Rivière-du-Loup, on peut faire une chasse aux fantômes. Ouais, c'est au manoir. Au manoir, oui. Ben, c'est dans le vieux Rivière-du-Loup, mais c'est basé à partir du manoir. Oui. OK. Parce que la petite église avec le petit cimetière sur la rue du Domaine, près d'ici, là. Oui, ça fait partie du parcours. J'ai pensé à toi, Marc. Ben, je suis allé voir un spectacle de jazz, là. OK. Ah oui. Là, tu vas rire de moi, mais il y avait un trio de jazz. Mais Jazz et Marc, déjà... Ouais, ben, j'haïs pas le jazz, le vrai, le jazz, pas fusion, là, mais j'étais jamais allé dans l'église. Puis là, j'ai vu ça passer, puis c'est un spectacle qui était gratuit. Donc là, j'ai dit à Sophie, je vais aller faire un tour. Pas vu ça, moi. J'ai dit, je vais aller faire un tour, tu sais, ça va me permettre de rentrer dans l'église. Là, j'ai vraiment été super content parce que c'est creepy à mort. Ouais. Tu sais, il y a des croix de bois de 1800 qui est accrochées au mur, des vieux papiers, des vieilles Bibles. Écoute, il y a une trappe au sol, identique à la trappe
dans l'Opéra de la Terre. Lui, il spot tout le temps les trappes. Hein? Oui. Là, j'avais rien qu'une envie, c'était d'ouvrir la trappe. Mais là, il y avait quelqu'un qui était ça. Le bar était là. Garde ça pour nos histoires autour du feu. Puis il y Mais ça, avait- est-ce que c'était le Sonore aussi qui avait organisé Ben, ça? je pense que Parce que le Sonore organise toute des cette organisation-là, shows à l'église exactement. aussi, ouais. Mhm. Puis il y avait un deuxième étage aussi, mais là, Oui. c'est j'avais envie d'y aller. OK. Mais c'est ça, tu sais, je dis qu'ils sont cons dans Alien. Mais c'est pas mieux, là. Tu sais, je dirais. Oui, mais nous autres, des aliens, il n'y en a pas. Ça fait que c'est moins pire. Exact. Ça, c'est sûr que je tombe devant un alien, moi, je vais fuir. Là. Ça servira à rien, Probablement. mais je vais fuir pareil. Probablement. Mais pour revenir à tes fantômes, normalement, Mhm. c'est tout le long du mois d'août, les soirs, on va au manoir Ouais, Fraser, ok. puis ils nous font faire un circuit. C'est un circuit Ok. auto-guidé, fait qu'ils te donnent un petit livret, puis tu vas d'un spot à l'autre dans Ok. le vieux Rivière-du-Loup, dont l'église et le cimetière Bartholomé. Puis, bref, c'est ça. Faut que tu résoudes les mystères en parlant à des fantômes. C'est avec une application en réalité augmentée. Ouais. Fait que tu pointes ton cellulaire vers le truc, puis le fantôme apparaît sur ton Puis cellulaire. pendant la période d'Halloween, je crois qu'ils font une activité spéciale, mais là, les fantômes sont vrais. Oui. C'est des personnes qui engagent pour des acteurs. Puis On n'a pas fait d'épisode sur la réalité augmentée. non, Mhm. ça, c'est intéressant. Oui. J'ai fait des expériences, moi, en réalité Ouais. augmentée. Oui. J'ai- Et Star Trek. Et Star Trek, effectivement. Mhm. Ça a été beaucoup de travail pour absolument zéro résultat, mais j'ai beaucoup aimé mon... Mais mon- de la satisfaction personnelle. Oui, la satisfaction personnelle, parce que ça fonctionnait très bien. Mhm. Puis il y a un bel avenir à ça. Je pense qu'on n'est rien que pas rendu là encore. Ouais. C'est du travail, pareil, Oui. la réalité augmentée. C'est Exactement. de la programmation. Puis- Exact. Mhm. Je pense que c'est l'accessibilité qui n'est pas là. Mm. Tu sais, on n'a pas encore d'outils accessibles à grand public pour ça. C'est une fois qu'on va avoir, mettons, des lunettes là, qui vont te permettre de voir ça, là, au lieu d'avoir un téléphone tout le temps, ouais. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une révolution par rapport à ça. Mhm. Mais dans tous les romans dystopiques ou tous les romans de science-fiction de cyberpunk, la réalité augmentée fait partie du quotidien. Pour le mieux, pour le bien et comme le pire. Le Mhm. pire étant la publicité, bien entendu, Ouais, parce que parce ton que champ, C'est sûr qu'on va en avoir. ton champ visuel va être pollué par la pub. Là, mais Hey, ça, c'est quoi que j'ai vu? C'est les tableaux de bord d'auto. ouais, on est sur rendu avec la pub. Ça va arriver. Ouais. C'est limite illégal, ça, côté distraction. Ouais. Mhm. Mais, Ouais, mais ils sont rendus qu'ils font quasiment tout le. mais la Mais ça va être solution... probablement au stop, aux arrêts. Ouais. Mais la solution pour ce qui est de la réalité augmentée pour empêcher la publicité d'apparaître là-dedans, c'est vraiment qu'on apprenne à coder, à programmer notre propre réalité augmentée, puis à faire Mhm. de la réalité augmentée indépendante. Ouais, T'sais, exact. fait que, qu'on Mhm. continue à faire ça avec des applications sur Open des source. cellulaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben moi, mon Sam allume, bizarrement, c'est quelque chose que j'ai même pas vu, mais que j'ai l'intention de voir en fin de semaine. C'est tout le succès du film K-pop Demon Hunters Mhm. sur Netflix, parce que c'est le film Netflix qui a été le plus regardé, qui ont sorti le week-end dernier en salle, en version karaoké, puis ça a été le film numéro 1 du box-office En de ce fin de version semaine-là. karaoké. Oui. Ah oui. Oui, avec les paroles dans le bas, avec la petite boule qui... Oh, Il wow, l'a sur ok. Netflix, tu peux écouter Les le gens film. dans la salle peuvent chanter, Oui, sont absolument. invités à chanter en Ou même dans temps. ton salon. Cool. Je trouve ça le fun parce que ça montre qu'on trippe pas rien que sur des vieilles affaires. Oui, Mhm, exact. On c'est est vrai. ouvert à plein de choses. Mhm. Tu sais, Non, non, Je pense qu'on vieillit bien. La génération K-pop commence à prendre plus de place. Oui. Ouais. Puis tout à fait. je veux voir ce film-là juste pour comprendre aussi. Ben, toi, Marc, tu m'as dit que c'était bien bon. Ah ben là. moi, au niveau de l'animation, j'ai été soufflé. Oui, c'est la honnêtement, même, là. c'est la même équipe que les derniers Spider-Man animés Oh oui. au cinéma. Au-delà de la musique, l'histoire est Mhm. bonne. Le scénario de base est bon puis il est prenant. Tu sais, la C'est ça. musique, c'est comme un bonus. Peut-être pas pour tout le monde qui n'aime pas la K-pop, mais ça reste que c'est un gros bonus. Puis l'animation est vraiment bonne. Ça fait manga. Puis j'adore. Mhm. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai vu quelques fois. Ma fille aime beaucoup ça. Puis c'est correct. Ben, c'est la preuve que ça attire Ouais. un public fanatique. Ouais. Puis on en a parlé il y a quelques épisodes que le Québec est un peu en retard sur la K-pop. Parce qu'on n'a pas En beaucoup fait, on en d'artistes. parlait ce soir-là Ouais. au Fou Au Brassard. Fou de Brassan, oui. Parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui venaient. Tu sais, la majorité des grands artistes de K-pop viennent à Toronto, Mm. mais ils ne viennent pas au Québec. Mais je pense que ça va changer. Il y en a eu, je ne sais pas si c'était des grands artistes de K-pop, mais Fiston est allé voir du K-pop à Montréal. Je sais qu'il y en a eu une qui est venue là, récemment, là, Mhm. mais je pense que ça va changer. Là.
Sûrement. Il y a des rumeurs que le Festival d'été de Québec l'année prochaine, il y aurait BTS. Ouais. Si ça se concrétise. Là, on parle de grosses avenues aussi, là, pas nécessairement de quoi dans une convention spécialisée en anime ou. Parce que s'ils viennent au Festival d'été de Québec, là, c'est, je sais pas comment ils rentrent de monde. Les plaines, là, mais c'est 200 000, c'est 200 000. Là. Ça va être plein. Ça va être plein, là. Ça va camper là 3 jours d'avance. Clairement, je te le dis, ça va être fou raide. Non, c'est... mais c'est mon projet de week-end de la fête du travail de regarder... tu nous en diras plus K-Pop Demon Hunters. Bon, à part ça, j'ai regardé aussi le dernier Conversation with a Killers, mais ça, with a Killers, c'était les bandes du fils de Sam. Ah, ouais. Sur Netflix, si vous tripez sur le True Crime, ces séries-là sont excellentes. Ça fait l'écouter aussi un reportage sur le tu sais, il y avait eu une série d'épisodes un moment donné sur les personnes qui étaient obèses, qui voulaient perdre du poids. Oui. Keeper Gang. Il y a un reportage là-dessus. Oui, il y a un documentaire. C'est pas chic. Oh non. Là. Et, j'en doute pas. Et je m'excuse pour nos fans de l'autre côté de l'océan, là, c'est que c'est la traduction française, donc on se fait farcir de The Biggest Loser. Ouais, The Biggest Loser. C'est pas chic. Tu vois vraiment que... Non, c'était pour faire un show. C'était pour faire un show pour faire de l'argent. Sur le dos de ces gens-là qui souffraient de maladies. C'est ça, désespérés. Désespérés, ouais. C'était pas... Mais d'ailleurs, si tu veux que je te remette quelque chose de plus positif sur justement la grossophobie puis ces trucs-là, présentement à Radio-Canada, il y a une très belle série qui passe qui s'appelle Toute une journée, comme dans Toutoune, qui est avec, entre autres, Guy Lenguet, Mélissa Bédard et j'ai oublié la troisième personne, mais ils sont 3 femmes grosses à faire des activités que les personnes grosses n'oseraient pas faire en temps normal par peur du jugement de l'autre. Parce que c'est plus complexe à cause que leur poids les rend pas toutes les activités accessibles pour ces personnes-là. Fait qu'ils vont aller essayer ces activités-là. Comme cette semaine, on a vu ces femmes-là aller au parc aquatique, aller faire du wakeboard, pas du wakeboard, mais du paddleboard. Puis ça décomplexifie toute la patente. Puis ça nous habitue à voir ces corps-là à la télé aussi. Puis ça redonne confiance un peu aux femmes, aux personnes grosses de se libérer de ces préjugés-là, puis de ces trucs-là qui te gossent dans la tête souvent là, quand tu as passé ta vie à tout le temps subir le jugement des gens. Là. Oui. Fait qu'une très belle... C'est sûrement un peu positif que The Biggest Loser. Effectivement, puis ça doit sûrement être disponible sur tout.tv aussi, si jamais... Mais Netflix font des bons reportages, puis Radio-Canada aussi font des bons reportages. C'est que, pour revenir à l'émission Keeper Gang, ou aussi un autre film que j'ai vu sur un acteur qui aurait simulé son agression. Oh! OK? C'est que il donne plein de points de vue, mais à la fin, tu n'as aucune réponse. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, The Biggest Loser, là, le Keeper Gang, oui, tu as plein de points de vue, mais à la fin, tu n'es pas sûr de qui... C'est fait ta propre conclusion. Oui, parce que c'est pas encore réglé. Ah, OK. Aussi. Ouais. Ça, le documentaire sur la lutte aussi, sur Vince McMahon. Oui, ça, c'était intense. À la fin, il se passe des affaires pendant qu'ils font le documentaire. Parce qu'il a essayé de l'arrêter, le documentaire. Il ne voulait pas que ça soit diffusé. C'est ça. C'est un bandit. Un bandit, agresseur, tout, ramener tout. Là, c'est pas chic, ça non plus. C'est pas chic, non. Donc, je vais regarder K-Pop Demon Hunters. Tu nous en diras des nouvelles. Ça devrait être plus chic. Ouais. Puis je vais regarder ça avec des yeux d'enfant. Non. Oui. Ouais, mais... d'ado. C'est quand même de l'anime japonais, là. Fait que, je veux dire, ils se battent contre des démons, là. Bon, ouais. C'est enfant, mais... On va avoir l'occasion de... Enfant japonais. Ouais. Mettons que l'enfance japonaise puis l'enfance québécoise est peut-être pas la même, là. Okay. Je veux dire, eux autres, ils se battent avec des kaiju, là, puis nous autres, on écoutait les petits castors, là. Qui était une émission japonaise. C'était japonais, ça aussi. Oh, c'est vrai. Je vais le montrer à l'écran. Il y a quelqu'un qui m'a donné
des livres à colorier de Goldorak Oh! et des Schtroumpfs trouvés. Est-ce que c'est dans une Des vente de super garage jeux, Ouais, des ou en- super jeux de Goldorak. ou en faisant du ménage? J'ai aucune idée, là. Mais là, on est proche de Pif Gadget, là. Ah oui, De la belle époque de Rahan et c'est le fun. Ludovic, le Da- détective. D'ailleurs, mon tatou vient de Spirou. OK. Le Spirou que j'ai reçu aujourd'hui à la bibliothèque parce que je suis abonné à Spirou. Mhm. Ils mettent plein d'affaires dedans. Cool. Tout le temps, ils mettent des tatous, des posters. Ils ont même OK. fait une histoire du Titanic que tu découpes puis que tu colles pour faire OK. une histoire que tu joues avec. Wow. Écoute, Est-ce qu'on voit le Terminator? non, OK. non, mais ils ont fait, ils doivent en avoir fait un là, sur le terme. Non, ils savent, OK. ils font tellement Non, de mais niaiseries. parce que le Titanic, c'est en lien avec Ouais. Terminator. Il se fait manger par un poisson qui ressemble à un mégalodon à la fin. Oh. Peut-être que c'est relié avec le film Meg. Et Avec Jason Statham. Ben oui. en chess. En On chess. finira ça avec Jason Statham en chess. On va dans toutes sortes de directions. Prochain épisode, on n'a aucune idée. Red devrait être là. Si c'est le cas, on se racontera des Ouais. histoires autour d'un faux feu. On va être encore en été. Oui, mais ça se Théoriquement. raconte aussi très bien à l'automne. Ouais, tout à fait. Absolument. Mais hein, le feu, ça Oui. peut même se rencontrer en hiver. Oui, Oui. mais les petites histoires d'horreur, là, quand l'automne arrive. Ouais, Mhm. tu sais, en plus, là, on est proche de Ben non, l'Halloween. Sur mon Passo neuf, s'il pleut pas comme aujourd'hui, Ouais, avec... Ah oui, un petit feu propane. ouais, on peut en faire un vrai. Ah, ouais, ça serait bon, ça. Ouais. Coupe de guimauve. Pas sûr que six. c'est bon pour l'équipement, par exemple. Là. Mais au pire, Ouais. on se racontera des histoires puis on ira manger des guimauves après. mhm. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que guimauve dégoulinant sur le micro. Ah non, mais c'est surtout la fumée. Ah, Ah, oui, ouais. c'est vrai. Ouais, non. La fumée et la suie. Ça rentre bien Pas fort. sûr, c'est pas sûr que c'est bon pour des micros. Mais bon, on s'arrangera bien. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook, sur nos différentes plateformes de streaming. On va se retrouver à l'épisode 203.